Supposons que vous avez une primitive d'une fonction continue petit f. Ça va être l'intégrande. L'intégrale définie de l'intégrande petit f entre a et b. A et b étant les deux bornes sur lesquelles notre fonction nous intéresse. C'est un nombre réel. C'est l'équivalent ou l'analogue de la dérivée à un point. On l'écrit de la façon suivante. Fait que je garde le symbolisme de l'intégrale, de l'intégrande puis du dx, mais là je vous dis qu'il y a deux bornes spécifiques a et b. Ce que ça veut dire pour nous, c'est il faut trouver une façon de calculer une valeur en vous servant de la primitive. La primitive, elle est ici. Puis quand on place la primitive entre deux parenthèses carrées, des fois, vous allez voir cette notation-là à la place. C'est une ligne droite avec A et B. Des fois, vous allez voir le truc, le point important, c'est que, écoutez, il y a un A puis il y a un B là, puis on vous dénote spécifiquement c'est quoi le A du bas, c'est quoi le nombre du bas, puis c'est quoi le nombre du haut. Ben ça, tout ce que c'est une notation, un raccourci pour parler de la différence entre FB et FA. Capital F majuscule B puis F majuscule A, c'est-à-dire on évalue la primitive qui est une fonction au point B, qui est la borne supérieure de l'intervalle qui nous intéresse, puis on soustrait de ça la valeur de la primitive point A. Le A, c'est la borne inférieure. Ça ne dérange pas quelle primitive vous utilisez, parce que vous vous rappelez que la primitive, ben, ça n'a pas de sens. On ne peut pas parler de la primitive, on parle de la famille de primitives ou d'une primitive, puis que toutes les primitives diffèrent d'une constante. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle primitive, parce que quand vous calculez FB, ici, c'est mettons qu'on a une autre primitive, ça serait G de B plus C. Hein, la différence entre F et G, c'est une constante, moins F de A, ben, ça va être G de A plus C. Puis là, ben, le C qui est ici va soustraire ou s'annuler avec le C qui est là. Puis je me retrouve encore une fois avec GB moins GA. Ça va être le même chiffre à chaque fois. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de choisir la primitive, dans ce cas-ci, qui va faciliter l'écriture et le calcul. Fait que si, en trimballant le C, ça se pourrait que j'oublie de le mettre ici, puis là, je me retrouve avec un C, puis je peux plus l'annuler, pourquoi je ne fais pas juste me servir de la constante qui est 0? Fait que souvent, on fait juste prendre la constante qui est 0. On peut seulement faire ça pour l'intégrale qu'on appelle définie. L'intégrale définie, je vous rappelle, vous calculez une valeur numérique, comme c'était le cas quand on calculait la dérivée à un point particulier. Comparez ça à la primitive, qui est une fonction, qui est l'analogue de la fonction dérivée. Il y a quelques rares occasions où c'est peut-être préférable de prendre une autre constante d'intégration que 0, là, mais dans notre cours, la majorité du temps, on pourra se servir de C est égal à 0. Je vous le répète, lorsque vous calculez l'intégrale définie. Fait qu'on va faire une couple d'exemples. Je vous rappelle, il faut reconnaître que ces 4 exemples-là, ce sont des intégrales définies et votre réponse finale doit être un nombre. Ça ne peut pas être une fonction. Parce qu'il y a des bornes inférieures puis supérieures partout, là. Ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est trouver une primitive de l'intégrande. Bon, il y a 4 différentes intégrandes pour chacun des exemples. Puis bien de se servir de la règle ou de la définition d'intégrale définie qu'on vous a donnée à la page précédente. Faites une petite pause sur votre vidéo. Essayez d'y penser par vous-même. Quand vous serez prêt, on revient.
L'intégrale de 1 dx entre 2 et 3, il faut que je trouve une primitive de 1 et que je l'évalue entre 2 et 3. Une primitive de 1, on l'a déjà fait à 2 reprises, c'est x. C'est vraiment c'est x plus c, je vais prendre le c qui est égal à 0. Fait que x, si je dérive x, je devrais me retrouver le truc qui est ici. C'est bien le cas, le dérivé de x, c'est 1. Fait que ça, ce que c'est, je commence par remplacer ou évaluer la primitive lorsque x égale à 3. Mais c'est quoi la valeur de x quand x est égal à 3? C'est 3. C'est quoi la valeur de la primitive lorsque x est égal à 2? C'est quoi la valeur de x quand x est égal à 2? C'est 2. Fait que ça me fait 1. Faites attention, en général, ça ne sera pas aussi simple que de soustraire les bornes d'intégration. C'est un accident du hasard, hein, parce que la primitive était très simple. On n'a pas une façon rapide de vérifier si ça, c'est effectivement la bonne valeur. On peut vérifier que ça, c'est la bonne primitive en dérivant puis obtenant l'intégrande, mais c'est tout. Prenons l'autre. Ça va être, il faut que je trouve une primitive de x que je vais évaluer entre moins 1 et 2. Là, je prends la peine ici de vous rappeler que la valeur 2 puis la valeur moins 1 sont des valeurs de x. Hein? Ce sont les bornes du domaine de la fonction. Fait qu'on est en train de dire évaluer la primitive à la borne supérieure de la fonction, alors quand x est égal à 2, soustrayez de ça ou retranchez de ça la valeur de la primitive quand, à la borne inférieure quand x est égal à moins 1 dans cet exemple-ci. En général, on n'écrit pas le x égale 2 puis le x égale à moins 1. Plus tard, quand on va parler d'intégration par substitution, ça va être utile d'écrire explicitement la dépendance sur la variable. Encore, toujours est-il que quand j'aurai trouvé une primitive de x, ça va être, il va falloir l'évaluer à 2 puis soustraire la valeur de la primitive évaluée à moins 1. Mais c'est quoi une primitive de x? X, c'est la même chose que x à la 1. X à la 1, c'est une puissance où la puissance n, qui est 1, n'est pas égale à moins 1. Fait que je peux me servir de la règle. Ça va me faire x à la 1 plus 1, qui est 2, divisé par 1 plus 1, qui est 2. Le 2 qui est ici, je peux me permettre de le sortir, là, le 1/2 qui était là, parce que c'est un facteur commun. Quand j'évalue le truc qui est ici en 2 puis en moins 1, à chaque fois, je vais avoir le 1/2. Fait que je peux aussi bien le sortir. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi l'écrire comme étant ça ne vous donnera pas des réponses différentes. Ça va avoir la même réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par remplacer x par 2 dans la primitive. Ça me fait 2 au carré sur 2. Moins. Puis là, je remplace x par moins 1. N'oubliez pas les parenthèses. C'est une erreur que les gens font souvent ici. Là. Ça, c'est pas la même chose que moins 1 au carré. Parce que moins 1 au carré, c'est égal à moins 1. Puis moins 1 entre parenthèses au carré, c'est égal à 1. Deux choses différentes. 2 au carré, 4 sur 2, ça me fait 2. Moins, que j'ai moins 1 au carré qui est 1/2. Ça me fait 2 moins 1/2 qui est 3/2. Je ne ferai pas les autres exemples. Le principe est le même. Vous vous servez à chaque fois des règles d'intégration que vous avez pour trouver la primitive. Par exemple, ici, vous allez vous servir de la propriété linéaire. Puis ensuite, la règle des puissances. Puis une fois que vous avez trouvé la primitive, vous l'évaluez à la borne supérieure, puis vous retranchez de ça la valeur de la primitive à la borne inférieure. Fait que vous pourrez regarder les solutions ici. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans cette solution aussi. À prime abord, quand vous regardez l'exemple 4, ça a l'air d'être une intégrale tout à fait normale.
On vous demande d'intégrer racine de x entre 1 et moins 2. Je vais vous rappeler que la racine de x, une courbe qui ressemble à ça. Si vous cherchez à intégrer entre moins 2 puis 1, ben, à un moment donné, il va falloir calculer la valeur de la primitive à moins 2. Mais la fonction n'est pas définie à cet endroit-là, la primitive non plus. Fait que même si ça ressemble à une intégrale tout à fait normale, elle a le bon format, le bon style, vous ne pouvez pas calculer l'intégrale définie parce que la fonction racine de x est seulement définie sur une partie de l'intervalle moins 2, 1, seulement à partir de 0. L'intégrale définie a aussi des propriétés. Si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle, et si ça se trouve que l'intégrale définie existe, on a vu un exemple où elle n'existe pas. Ça se peut que ça n'existe pas. On va en parler plus tard encore au chapitre 9. Ben là, vous pouvez prendre un point quelque part, quelconque C, quelque part entre A et B, puis séparer l'intégrale définie entre A et B en deux intégrales. Vous commencez par faire l'intégrale entre A et C, la fonction, puis vous rajoutez ensuite à ça l'intégrale entre C et B. Je ne vais pas vous faire la démonstration, elle est là pour ceux qui veulent le lire. C'est une règle que vous devez connaître. Ça devient utile comme règle, ça, surtout quand on travaille avec des fonctions intégrantes qui ont des valeurs absolues. Des fonctions par palier, des fonctions à niveau. Regardez. On vous demande d'intégrer la valeur absolue de x entre moins 1 et 1. Ça serait pas une mauvaise idée de se rappeler c'est quoi la valeur absolue de x. Je vous rappelle que c'est une fonction qui a deux branches. C'est soit la fonction x, si x est positif, plus grand ou égal à 0, ou encore c'est la fonction moins x, si x est plus petit ou égal à 0. Fait que graphiquement, là, vous vous retrouvez avec ça. Fait il y a un point où la dérivée n'existe pas et que le comportement de la fonction change. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ça comme point C. Fait que je vais évaluer, ben c'est simple, écoutez, ça va me faire l'intégrale entre moins 1 et 0, la valeur absolue, plus l'intégrale entre 0 et 1, la valeur absolue. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout à fait acceptable selon la règle qu'on vient juste de voir, la propriété qu'on vient juste de voir. Ben là, si j'intègre entre moins 1 et 0, toutes mes valeurs de x sont des valeurs négatives. Fait que je me retrouve dans la branche du bas, c'est-à-dire celle-là. La partie de la fonction qui est égale à moins x spécifiquement. Puis si j'intègre entre 0 et 1, toutes les valeurs de x doivent se trouver entre 0 et 1. Alors toutes les valeurs de x sont positives ou égales à 0. Je me retrouve maintenant dans la branche du haut, la branche positive de la fonction. La valeur absolue entre 0 et 1, puis moins x, c'est juste x. Une fois que j'ai fait ça, après ça, c'est facile. Une primitive, il y a le constant ici que je peux sortir. Vous voyez, j'ai la même intégrande dans ce cas-ci. Fait que je peux trouver la primitive une fois, puis je pourrais m'en servir pour l'autre intégrale.
Qu'est-ce que c'est la primitive de x? Ben, on sert de la règle des puissances. X à la 1, sa primitive, ça va être x à la 1 plus 1 sur 1 plus 1. Plus une constante, mais comme on l'a déjà mentionné, on peut choisir la constante qui est égale à 0. Puis j'ai la même primitive dans l'autre cas, parce que, après avoir fait mes simplifications, j'ai x, puis j'ai encore un x, c'est la même fonction. Fait que ça va être la même primitive. Fait que là, on essaie de ne pas se perdre dans la notation. Je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Vous commencez par remplacer x par la borne du haut. Je commence par remplacer par 0. Ensuite, je soustrais, retranche de ça, ce que j'obtiens quand je remplace x par la borne du bas. Puis on rajoute à ça la valeur de l'intégrale définie qui est ici. On commence par remplacer x par la borne du haut. Et ensuite, on remplace x par la borne du bas, puis on retranche du premier truc. Fait que je me retrouve avec 0, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Hein? Moins 1 demi, puis moins 1 demi, ça fait 1 demi. Fait que j'ai 1 demi ici, plus 1 demi, moins 0, c'est 1 demi. 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Fait que l'intégrale de la valeur absolue entre moins 1 et 1, ça serait 1. Si on n'a pas fait d'erreur de calcul, c'est toujours possible. On n'a pas fait. OK? Un autre exemple. Un peu plus compliqué, fait que je vais vous partir ici. Je ne le continuerai pas jusqu'à la fin. Vous pourrez lire ce qui se passe sur les diapos. Il faut bien comprendre ce que la fonction x-3 en valeur absolue est supposée être. Je vous rappelle, c'est une fonction à palier. Il y a deux branches possibles. C'est soit exactement x-3 si x-3 est plus grand ou égal à 0, ou c'est moins x-3 si x-3 est plus petit ou égal à 0. Ça, on peut simplifier ça en disant, écoute, ça va être x-3 si x est plus grand que 3. Ça va être 3 moins x si x est plus petit que 3. Faites la distribution du moins. Fait que quand le temps vient de calculer l'intégrale ici, je me rends compte que le point de branchement, il est à 3. 3, c'est entre moins 2 et 4. Fait que je vais commencer par l'écrire comme ça. D'accord? J'oublie pas les dx. À chaque fois, ça ferme la parenthèse qui est ouverte par le signe d'intégrale. La valeur absolue. Bien, écoutez, si j'intègre entre moins 2 et 3, toutes mes valeurs de x sont entre moins 2 et 3. Ça veut dire qu'elles sont toutes plus petites que 3. Plus petites que 3, pardon. Fait que la valeur absolue à cet endroit-là, ça va être 3 moins x. Et dans l'autre cas, si j'intègre entre 3 et 4, ben, toutes mes valeurs de x sont plus grandes que 3, parce que je vais entre 3 et 4. Je me retrouve dans la branche du haut. La valeur de la fonction, là, c'est x moins 3. Et x. Fait que je me suis servi de la propriété qui me permet de séparer l'intervalle en deux sous-intervalles, puis de la définition de la valeur absolue. Puis après ça, ben, pourquoi pas le faire? Je vais le terminer l'exemple, c'est pas bien compliqué. La primitive de 3, c'est 3x. Primitive de moins x, c'est moins x au carré sur 2, c'est une puissance. J'intègre entre moins 2 et 3. Puis la primitive de x au carré sur 2. Primitive de moins 3, c'est moins 3x, puis j'intègre entre 3 et 4.
Et là, comment j'évalue ça? Le résultat d'une intégrale définie, il faut que ça soit un nombre, fait qu'il faut que je fasse mes substitutions. Je commence par remplacer x par la valeur du haut. Je ferai 3 fois 3, moins 3 au carré sur 2, moins ce que j'obtiens quand je remplace par la valeur du bas. Fait que 3 fois moins 2, moins 2 au carré sur 2. Encore une fois, je vous en prie. Rappelez-vous, si vous avez un négatif puis des puissances, c'est le chiffre dans son entièreté, incluant le négatif qui est élevé à la puissance, plus, bon, remplaçons maintenant cette nouvelle primitive. C'est pas tout à fait la même que celle qui est ici, c'est la réciproque, on a multiplié par moins 1, mais ça ressemble beaucoup. Puis on remplace maintenant, ben les bords sont différentes, 3 puis 4. Fait qu'on commence par remplacer x par 4. Puis on retranche de ça ce qu'on obtient quand on remplace x par la borne du bas. Puis là, ben, je ne m'intéresse pas trop de faire le calcul, là. On verra à la page suivante. Vous pourrez continuer. Vous, évidemment, vous allez devoir faire ce calcul-là aussi. Mais moi, je suis le prof, je peux me permettre de ne pas le faire. Ça finit par vous donner 13 si vous faites trop long. La dernière propriété qu'on va considérer, c'est la propriété qui nous permet d'inverser les bornes d'intégration. Fait que si vous jamais vous vous retrouviez avec une intégrale définie où la borne, le chiffre qui est écrit ici, est plus grand que celui-là qui est là, vous pouvez renverser les bornes d'intégration, mais il y a une pénalité. Quand vous faites ça, vous devez multiplier par moins 1. Ça vous donne un nouveau théorème qui fonctionne même si c'est pas à l'intérieur de AB. Dans le théorème précédent, on avait pris pour acquis que C, ça allait être un chiffre quelque part entre A et B. Maintenant, je vous dis, ça ne dérange pas, c'est quoi le chiffre, là. Vous me donnez 3 chiffres A, B, C. Ils pourraient même être égaux, ces chiffres-là, si vous vouliez. Ben, l'intégrale entre A et B, la fonction f, je peux la séparer en deux. Puis le C pourrait être plus petit que A ou plus grand que A, plus petit que B ou plus grand que B, ça ne dérange pas. Cette propriété-là, elle est satisfaite. Fait que, mettons que je vous demande d'évaluer, par exemple, l'intégrale de la fonction f entre 3 et 5. Puis je ne vous dis pas c'est quoi la fonction ici. Vous ne pouvez pas la calculer directement, mais je vous laisse sous-entendre que l'intégrale entre 5 et 6, la fonction c'est moins 2, puis l'intégrale entre 3 et 6, la fonction c'est 4. Bien, vous avez assez d'informations pour calculer tout ce que vous avez besoin de calculer. Pourquoi? L'intégrale entre 3 et 5, ça devrait être la même chose que l'intégrale entre 3 et 6, plus l'intégrale entre 6 et 5. Vous êtes d'accord? Selon la propriété qu'on a vue, ici, là, j'utilise A qui est égal à 3, B qui est égal à 5, et C qui est égal à 6. Fait que ça, c'est vrai. Laissez-moi remplir juste pour pas qu'on se mélange. Ensuite, selon la propriété qu'on a vue, on peut renverser les bornes d'intégration tant aussi longtemps qu'on multiplie par moins 1 comme pénalité. Donc ça va me donner 3 intégrale entre 3 et 6 la fonction, moins l'intégrale entre 5 et 6 fonction. Puis là, ben, l'intégrale entre 3 et 6, on a dit que c'était 4. L'intégrale entre 5 et 6, on a dit que c'était moins 2. Je me retrouve avec 4 moins 2, 26. Je l'ai fait ici
d'une façon un petit peu différente. Ça fonctionne aussi de cette façon-là. Est-ce que vous seriez capable de montrer que l'intégrale d'une fonction, si les bornes d'intégration sont les mêmes, c'est supposé être égal à 0. Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Écoute, je peux prendre n'importe quel chiffre B et couper cette intégrale-là en deux sous-intégrales. Fait que j'intègre de A à B, puis j'intègre de B à A. J'intègre de B à A, je peux changer les bornes d'intégration, les renverser en multipliant par moins 1, puis je me retrouve à avoir exactement la même chose dans les deux cas. Quelque chose moins quelque chose d'identique, c'est nul. Fait que si vous intégrez une fonction et que les bornes d'intégration sont les mêmes, l'intégrale c'est 0. C'est une propriété qui a l'air anodine, mais c'est une propriété qui est très importante. Quand on intègre sur un seul point, à place d'intégrer sur un intervalle, la valeur est nulle. Plus tard, quand on va faire le lien avec l'aire sous la courbe, ben, ça va avoir du sens, ça. Dernier exemple, on demande d'évaluer l'intégrale de x au carré plus 2x plus 1 entre 0 puis moins 1. Alors, vous pouvez vous y prendre directement, en calculant la primitive puis en remplaçant moins 1, la borne supérieure par moins 1 puis la borne inférieure par 0, puis faire la soustraction requise. Vous pouvez commencer par renverser les bornes, multiplier par moins 1, ou vous y prendrez comme vous voudrez. Comment est-ce que moi je l'ai fait ici? J'ai décidé de renverser les bornes. Fait que j'intégrais entre 0 puis moins 1. Maintenant, j'intègre entre moins 1 puis 0. Je préférerais autant que possible préserver l'ordre. Moins 1, ça vient avant 0. Moins 1 devrait être en bas. Puis 0 devrait être en haut. C'est pas essentiel, mais pourquoi pas. Puis là, si vous renversez les bornes, il faut multiplier par moins 1. Ben, le calcul, il se fait ensuite facilement. Vous calculez la primitive. X au carré plus 2x plus 1. C'est la primitive. Ben, la primitive d'x au carré, c'est x à la 3 plus 3. La primitive de 2x, c'est x au carré. La primitive de 1, c'est x. Puis là, si vous faites le calcul, vous remplacez x par 0. Ah, ben là, quand on remplace x par 0, tous les termes s'annulent. Puis si je remplace x par moins 1, je vais avoir moins 1 à la 3 qui est moins 1 sur 3, moins 1 tiers, plus moins 1 au carré qui est 1, alors moins 1 tiers plus 1, moins 1, fait que ça, ces trucs-là disparaissent, je me retrouve avec moins 1 tiers qui est multiplié par moins 1, ça me fait 1 tiers, mais je suis en train de soustraire ça, fait que moins 1 tiers. Vous vérifierez que vous êtes capable de passer de ce truc-là à celui-ci. Okay. Puis si vous calculez directement, vous allez obtenir le même résultat. C'est pas suffisant. Comme on dit en anglais, il y a plusieurs façons d'éplucher un chat. Méchante expression. Tant que ça vous donne le même résultat, ça ne dérange pas la façon dont vous y prenez pour trouver la réponse au problème. En supposant bien sûr que vous utilisez une méthode qui est légale, c'est-à-dire quelque chose qu'on a vu en classe, où vous ne trouvez pas la même réponse par accident. Des fois, on fait des erreurs, puis on trouve quand même la même réponse que si on l'avait faite comme il faut. Ça ne veut pas dire qu'on avait raison. Il faut être capable d'arriver à la bonne réponse pour les bonnes raisons. C'est même mieux d'arriver à la mauvaise réponse pour les bonnes raisons que d'arriver à la bonne réponse pour les mauvaises raisons. Je vous le rappelle parce que c'est important là, qu'on fasse la distinction. L'intégrale définie, c'est un nombre. La primitive, qu'on appelle parfois l'intégrale indéfinie, c'est un anglicisme, on remarque, c'est une fonction. Tout comme la dérivée d'une fonction, c'est une fonction, puis la dérivée à un point particulier, c'est un nombre. Mais la dérivée à un point particulier, ça calcule la pente de la droite tangente.
L'intégrale définie, l'analogue, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer l'air sous la courbe.